perfect 90-degree corners, like 100-ton granite boxes. They're insane. Les coffres du Sérapéum comptent parmi les plus grands mystères du monde. Chacun des 24 coffres en granit présente des caractéristiques étranges et déroutantes, accumulant les anomalies. Découverts en 1850 par le savant et égyptologue français Auguste Mariette, dans une immense nécropole souterraine composée d'étroits tunnels à Saqqara, les coffres du Sérapéum fascinent les historiens depuis des générations. Considérés comme des sarcophages destinés au taureau sacré Apis, leur précision, leurs angles parfaits, leur poids colossal et leur emplacement sous terre continuent de déconcerter archéologues, ingénieurs et historiens. Même les technologies les plus avancées d'aujourd'hui, équipées de forêts à pointe diamantée, auraient fort à faire pour reproduire le génie mathématique des coffres du Sérapéum. Comment une civilisation égyptienne antique, ne disposant que d'outils et de ciseaux en cuivre, a-t-elle pu tailler et façonner un granit aussi dur avec une telle précision? Comment ces 24 gigantesques coffres, pesant chacun entre 70 et 100 tonnes, ont-ils non seulement été transportés jusqu'au site, mais aussi parfaitement centrés et installés à leur emplacement? Les archéologues avancent que le Sérapéum de Saqqara était un lieu de sépulture destiné au taureau sacré Apis, considéré comme les incarnations du dieu Ptah. Mais pourquoi les Égyptiens auraient-ils déployé autant d'efforts, de travail manuel, de manutention et un savoir-faire aussi extraordinaire pour enterrer de simples taureaux, même divinisés? Cela semble totalement disproportionné. Taillés dans d'immenses blocs de granit, les coffres du Sérapéum reposent au cœur de plusieurs kilomètres de galeries souterraines. Avec leurs angles intérieurs parfaitement droits à 90 degrés, les artisans de l'époque sont parvenus à conserver une géométrie d'une précision remarquable sur des parois séparées de plus de 3,3 mètres. Les calculs mathématiques nécessaires à leur fabrication sont tout simplement phénoménaux et, selon des analyses modernes approfondies, leurs dimensions ne présentent qu'un écart de quelques millièmes de pouce, une différence infime, quasiment impossible à reproduire aujourd'hui. Comment les anciens Égyptiens, équipés uniquement d'outils en fer, en bronze et en cuivre, ont-ils pu atteindre un tel niveau de précision? Et quelle est la véritable importance historique du Sérapéum de Saqqara? Les théories traditionnelles des archéologues regorgent d'incohérences aussi immenses que les grandes pyramides. Les égyptologues datent généralement les monuments anciens grâce aux gravures et aux inscriptions. Ainsi, la datation officielle des coffres du Sérapéum repose sur des gravures grossières et maladroites, visibles sur certains d'entre eux. Ces inscriptions ont été datées aux alentours de 3000 avant notre ère, ce qui a conduit à attribuer la même période aux coffres eux-mêmes. Pourtant, les hiéroglyphes présents sur ces rares coffres sont rudimentaires et ne respectent absolument pas la finition miroir d'origine. On distingue également de nombreuses micro-rayures et des marques laissées par des ciseaux ayant dérapé sur le granit pendant la gravure. Imaginez construire ces gigantesques coffres à partir d'énormes blocs de granit, polis comme des miroirs avec une précision exceptionnelle, puis confier les gravures à un amateur qui se contente d'y gribouiller des poulets. Ces sortes de graffitis ne sont absolument pas à la hauteur de l'incroyable maîtrise technique et du génie mathématique des coffres du Sérapéum. Et si ces coffres avaient été construits à une autre époque, puis gravés plus tard par une civilisation différente? Mais la véritable question demeure, quelle que soit la civilisation qui en est à l'origine, comment de simples êtres humains, uniquement grâce à leur force physique, auraient-ils pu accomplir un tel exploit architectural? Et plus nous examinons les détails de ces coffres, plus le mystère s'épaissit. En réalité, la vérité qui les entoure devient de plus en plus déroutante. Selon les scientifiques et les archéologues, le granit utilisé pour certains coffres du Sérapéum ne provient même pas des carrières de Saqqara. En réalité, la majorité des blocs de granit ont été extraits dans les carrières du désert oriental d'Égypte. Aucune rivière ne reliant cette région à Saqqara, il fallait parcourir près de 1300 km à travers des terrains montagneux semés d'obstacles. Imaginez transporter un seul bloc de granit sur une telle distance, sans technologie, sans machine, simplement en le faisant glisser sur des planches de bois. Cela paraît-il vraiment possible? Mais tous les coffres ne sont pas fabriqués avec ce granit du désert oriental. Certains sont taillés dans du granit provenant des carrières d'Assouan. Assouan se trouve à environ 800 km de Saqqara et, même si les deux sites sont reliés par le Nil, imaginez le poids d'un seul de ces blocs chargés sur un bateau vers 3000 avant notre ère. Chaque coffre terminé pesant entre 70 et 100 tonnes, les scientifiques estiment qu'un bloc brut destiné à fabriquer un seul de ces sarcophages devait dépasser les 200 tonnes. Les égyptologues décrivent un scénario où d'immenses pierres étaient placées sur des traîneaux en bois, tandis que du sable était versé dessous afin de les faire glisser plus facilement
à travers les terrains accidentés. Mais lorsqu'on prend en compte le poids et les dimensions colossales de ces coffres, toutes ces explications montrent rapidement leurs limites. Plus étonnant encore, un coffre abandonné au milieu d'un tunnel ne repose sur aucun traîneau en bois. Sans machine, même des centaines d'hommes travaillant ensemble auraient eu bien du mal à produire la force nécessaire pour le déplacer. Et pourtant, une telle foule n'aurait même pas pu tenir dans ces galeries étroites. Ce coffre nous révèle d'ailleurs plusieurs éléments essentiels sur le processus de construction. Premièrement, le tunnel n'est plus large que de 60 cm par rapport au coffre, ce qui laisse bien trop peu d'espace pour faire intervenir les centaines d'hommes nécessaires à son déplacement. Deuxièmement, ce coffre est inachevé, ce qui signifie qu'il n'a pas été terminé en surface. Les ouvriers ont donc choisi de l'amener dans ces tunnels étroits avant de le tailler, de le finir et de le polir. Enfin, ce coffre montre que, pour une raison encore inconnue, le projet a été interrompu brutalement. Certains coffres sont dépourvus de couvercle, tandis que l'un d'eux repose tristement dans le tunnel d'entrée. Tout indique qu'ils ont été abandonnés à différents stades de leur fabrication. Imaginez maintenant les conditions de travail. Des galeries exiguës, certains renfoncements laissant moins de 30 cm de dégagement, des ouvriers taillant un granit extrêmement dur à la scie et au ciseau, produisant d'immenses quantités de poussière, enfermés sous terre dans l'obscurité avec presque aucune ventilation. C'est dans cet environnement que les anciens Égyptiens auraient réalisé l'extraordinaire précision des coffres du Sérapéum. Alors, comment travaillons-nous aujourd'hui un granit comparable? Des explosifs sont utilisés pour détacher d'immenses blocs, ensuite extraits des carrières par de puissantes machines, puis découpés à l'aide de gigantesques scies fonctionnant sous pression hydraulique. Malgré tous les progrès technologiques modernes, nous évitons autant que possible de travailler sur des blocs de granit aussi massifs. La tâche serait tout simplement trop complexe. Les théories classiques affirment que les Égyptiens y sont parvenus grâce à des outils manuels. Pourtant, même aujourd'hui, scier, percer et tailler un tel coffre représenterait un défi colossal. Si des spécialistes souhaitaient reproduire ces coffres de nos jours, ils auraient besoin d'une quantité énorme de machines et de main-d'œuvre. Armés des technologies modernes les plus avancées, de foreuses mécaniques, de scies industrielles et d'outils de sculpture de précision, ils commenceraient par extraire un immense bloc de granit dans l'est de l'Égypte pour chaque coffre, le transporteraient jusqu'à Saqqara, creuseraient ensuite l'intérieur à l'aide de foreuses mécaniques en contrôlant constamment la géométrie grâce à des instruments de mesure de haute précision, découperaient le couvercle dans le même bloc de granit, poliraient toutes les surfaces avant de descendre l'ensemble sous terre. Imaginez qu'un tel exploit ait été réalisé il y a des milliers d'années uniquement grâce à la force humaine dépasse l'entendement. Selon des ingénieurs modernes, manipuler un bloc de granit d'une telle taille représenterait une charge de travail tout simplement excessive. C'est pourquoi ils choisiraient de reconstruire le coffre à partir de 6 blocs distincts assemblés entre eux plutôt que de le tailler dans un seul bloc massif. Un simple regard sur ces coffres suffit à suggérer qu'ils ont été fabriqués grâce à une force dépassant largement les seules mains et les seuls muscles humains. Creuser l'intérieur de blocs aussi gigantesques aurait demandé un travail colossal, mais aussi des techniques de taille de pierre qui restent encore aujourd'hui extrêmement difficiles à maîtriser. L'épaisseur parfaitement uniforme des parois est tout aussi déconcertante et appelle des explications rationnelles que les archéologues et les historiens n'ont toujours pas réussi à fournir. Et si l'extérieur parfaitement poli des coffres du Sérapéum paraît déjà mystérieux, leur intérieur est encore plus impressionnant. Poli jusqu'à obtenir une surface aussi lisse que du verre, conservant encore aujourd'hui un éclat réfléchissant malgré l'absence de tout polissage récent, ces coffres continuent de fasciner le monde entier. Selon certains chercheurs, les tailleurs de pierre de cette époque ne maîtrisaient pas les techniques de polissage abrasif. À la place, une solution chimique aurait été utilisée pour obtenir cette finition miroir. D'ailleurs, des gouttes durcies d'un résidu encore inconnu ont été retrouvées à la base de certains couvercles, laissant penser à l'utilisation d'une formule chimique aujourd'hui perdue. Même si les coffres portent désormais les marques évidentes du temps, certains couvercles ayant été endommagés par d'anciens pillards, leurs intérieurs restent un véritable hommage à la perfection des coffres du Sérapéum. Les surfaces sont parfaitement planes, lisses et polies, preuve que les artisans n'ont jamais négligé l'intérieur. Pourtant, cela représente encore un travail colossal, simplement pour y déposer des taureaux momifiés. Plus on observe les caractéristiques physiques étonnantes de ces coffres et l'ampleur des efforts nécessaires à leur réalisation, plus une chose revient sans cesse: leur géométrie, l'absence de fissures dans la pierre et leur précision exceptionnelle. Creuser l'intérieur du granit à coups de masse en pierre
n'aurait tout simplement pas fonctionné. La violence des impacts aurait fissuré les blocs. Quant à l'autre théorie selon laquelle d'immenses quantités de granit auraient été retirées uniquement au ciseau, elle aurait demandé un temps pratiquement infini. Si l'on acceptait sans réserve les théories traditionnelles avancées par les archéologues, il faudrait croire qu'une civilisation antique dépourvue de machines et de technologies a réussi à extraire d'énormes blocs de granit dans l'est de l'Égypte et à Assouan, à sortir ces blocs de près de 200 tonnes des carrières, à les transporter sur des centaines de kilomètres jusqu'à Saqqara, puis à les transformer en coffres à la géométrie parfaite. Tout cela uniquement pour y enterrer des taureaux apis momifiés. Et pourquoi fabriquer des sarcophages aussi gigantesques pour de simples taureaux? L'espace supplémentaire était-il destiné à rendre leur repos plus confortable? Les dimensions varient, mais les plus grands coffres mesurent plus de 2 mètres de large et près de 4 mètres de long. Si le confort du taureau était réellement une priorité, pourquoi retrouve-t-on d'autres taureaux apis enterrés dans de simples sarcophages en bois à quelques pas seulement du Sérapéum de Saqqara? De plus, le confort dans l'au-delà n'a jamais été une préoccupation majeure. Les pharaons étaient enterrés dans des cercueils si étroits qu'ils laissaient à peine assez de place pour leur corps. Les faits ne semblent tout simplement pas cohérents. Une autre question se pose. Pourquoi les Égyptiens ont-ils choisi le granit pour fabriquer ces coffres? Pourquoi ne pas avoir utilisé du calcaire? C'était pourtant le matériau privilégié pour de nombreux autres monuments de l'Égypte ancienne. Les coffres du Sérapéum étaient destinés à rester sous terre, à l'abri des intempéries. Alors, pourquoi ne pas choisir le calcaire? Il est plus tendre que le granit, plus facile à travailler, plus léger à transporter à dimensions égales, et les carrières de Saqqara en fournissaient en abondance. Son utilisation aurait considérablement réduit les efforts de toute la chaîne de construction. À l'inverse, le granit des coffres du Sérapéum devait être acheminé depuis des centaines de kilomètres. Alors, pourquoi ce choix? Une hypothèse avancée par certains spécialistes apporte un début de réponse. Selon le cosmonaute russe Konstantin Borissov, le granit est le matériau idéal lorsqu'il est nécessaire de fabriquer un contenant parfaitement étanche. Borissov a publié ses recherches sur les mégalithes égyptiens, notamment les grandes pyramides, et propose une théorie fascinante. Comme le granit n'est pas poreux, les coffres deviennent hermétiquement fermés une fois leur couvercle en place. Le granit possède également une forte concentration de cristaux de quartz. Cela signifie que, lorsqu'il est soumis à une forte contrainte mécanique, il peut générer une charge électrique. Et si ces extraordinaires coffres n'avaient jamais été conçus pour des sépultures de taureaux sacrés, mais constituaient en réalité d'immenses batteries? Selon Borissov, sous une pression extrêmement élevée, les coffres pourraient produire une tension suffisante pour ioniser l'air alentour et le faire briller. L'absence de traces de suie ou de brûlure sur les parois des tunnels semble d'ailleurs indiquer que des torches n'y étaient pas utilisées. Est-ce pour cette raison que cette ancienne civilisation a entrepris l'immense effort de transporter du granit jusqu'à Saqqara? Parce qu'elle avait besoin d'un matériau non poreux, capable de retenir des gaz sous une pression considérable. Les couvercles de ces coffres pesant près de 30 tonnes, il est possible que l'ensemble ait servi de chambre de pression destinée à réaliser un procédé scientifique sophistiqué. Plus étonnant encore, un dessin datant du 19e siècle semble également appuyer la théorie de Borissov. On y voit des amas de pierres empilés sur les couvercles. Ceux qui ont construit ou utilisé ces coffres cherchaient manifestement à augmenter encore davantage la pression exercée par les couvercles afin de maintenir ce qui se trouvait à l'intérieur. Si ces coffres étaient simplement destinés à des sépultures, pourquoi aurait-on ajouté un tel poids supplémentaire? Après tout, les taureaux momifiés ne risquaient pas de s'enfuir. Alors, quel procédé les concepteurs d'origine cherchaient-ils réellement à mettre en œuvre? Pourquoi un couvercle de 30 tonnes devait-il être alourdi davantage? Les égyptologues nous demandent d'imaginer des centaines d'ouvriers entassés dans d'étroits tunnels souterrains, au milieu de la poussière et de l'obscurité, faisant avancer un bloc de granit gigantesque à travers des passages sinueux, avant de le positionner avec une précision absolue à son emplacement final. Puis, ils auraient répété exactement la même opération 23 fois de plus. La motivation et la détermination nécessaires pour accomplir un tel chantier semblent renvoyer à un objectif bien plus profond que la simple création d'un cimetière pour taureaux. Si l'on associe les conclusions de Borissov aux recherches de l'ingénieur Christopher Dunn, l'idée que les coffres du Sérapéum aient pu servir d'immenses batteries devient plus crédible. Dunn a présenté de nombreuses études avancées suggérant que les grandes pyramides de Gizeh
étaient en réalité des machines destinées à capter et produire de l'énergie. Elles ne seraient donc pas de simples monuments impressionnants, mais des installations conçues pour alimenter la civilisation égyptienne en énergie. Cette possibilité amène également à s'interroger sur les théories de Graham Hancock, qui paraissent alors parfois plus cohérentes que les explications traditionnelles des archéologues. Les idées de Hancock restent très controversées et avancent qu'une civilisation technologiquement avancée aurait existé à la préhistoire avant de disparaître, probablement à la suite d'un cataclysme. Hancock s'appuie sur des récits culturels et religieux provenant des 4 coins du monde qui évoquent tous un immense déluge. Et si ce déluge avait anéanti une civilisation extrêmement avancée sur le plan technologique, laissant ensuite la place aux Égyptiens travaillant avec de simples outils en cuivre et des ciseaux? Et si l'humanité avait déjà atteint un niveau technologique exceptionnel avant d'être contrainte de tout recommencer? Notre compréhension des anciennes civilisations et des structures mégalithiques est-elle obscurcie par une vérité bien plus incroyable? Et si l'humanité avait déjà connu les machines, l'énergie et la haute technologie dans un passé oublié? Lorsque les médias évoquent l'existence d'une civilisation technologiquement avancée disparue au cours de l'histoire, cela paraît difficile à croire. Pourtant, les théories classiques selon lesquelles de simples ciseaux auraient suffi à tailler le granit le plus dur pour créer des formes géométriques parfaites et des coffres hermétiques sont-elles réellement plus crédibles? Les archéologues n'ont toujours pas apporté de réponse satisfaisante à ces incohérences, tandis que de nombreux historiens modernes continuent de remettre en question les théories conventionnelles au nom de la logique et de la raison. Une autre hypothèse gagne donc progressivement en popularité. Les Égyptiens n'auraient pas construit ces coffres, mais les auraient simplement hérités, tout comme nous les avons hérités aujourd'hui. Et s'ils n'avaient eux-mêmes jamais compris leur véritable fonction avant de décider d'y placer leurs taureaux momifiés? Les gravures grossières visibles sur certains coffres semblent d'ailleurs aller dans ce sens. L'architecture de ces coffres témoigne d'un savoir-faire infiniment supérieur à celui des hiéroglyphes gravés à leur surface. Les artisans capables de réaliser une telle prouesse technique et ceux qui ont gravé ces motifs maladroits ne peuvent raisonnablement pas appartenir à la même civilisation. Les archéologues nous demandent pourtant de croire que la même civilisation, capable d'atteindre une précision mathématique extraordinaire dans la taille du granit, était incapable de réaliser des gravures de qualité. Ces inscriptions ressemblent davantage à des griffonnages d'amateurs. De plus, seuls quelques coffres présentent ces gravures, tandis que les autres conservent des surfaces parfaitement lisses avec une finition miroir. Dater la fabrication de ces coffres uniquement à partir de ces hiéroglyphes rudimentaires constitue donc une méthode particulièrement fragile. Une chose paraît certaine, ces coffres avaient probablement une fonction bien plus importante que le simple enterrement de taureaux sacrés. L'idée que ces coffres servaient à manipuler une forme d'énergie complexe ou qu'ils étaient destinés à un procédé scientifique que notre civilisation n'a pas encore découvert paraît donc être une explication plus plausible. Les archéologues traditionnels continuent pourtant de tourner en dérision Graham Hancock et sa théorie d'une ancienne civilisation disparue. Il est vrai qu'aucune machine ni aucune technologie n'ont jamais été retrouvées dans ces structures antiques. Selon les archéologues, les tailleurs de pierre égyptiens auraient perfectionné leur savoir-faire grâce à une patience exceptionnelle, une pratique incessante et un savoir transmis de génération en génération. Mais les capacités physiques humaines ne sont pas infinies. Elles ont des limites que nous connaissons parfaitement aujourd'hui. Et pourtant, de nombreuses découvertes similaires réalisées partout en Égypte remettent sérieusement en question cette théorie selon laquelle de simples outils en cuivre, associés à la patience et au talent des artisans, auraient suffi à réaliser de tels chefs-d'œuvre sculptés dans la pierre la plus dure. D'autres sites archéologiques renferment également des coffres de granit présentant une précision géométrique absolument parfaite. Ce n'est pas un exploit anodin. On entend aussi des hypothèses évoquant l'utilisation de forêts à pointe diamantée et de machines sophistiquées pour construire les coffres du Sérapéum, ainsi que d'autres structures mégalithiques antiques. Mais existe-t-il des preuves? Certains répondent que oui. Prenons l'exemple d'un coffre similaire découvert sur un autre site en Égypte. Il est aujourd'hui exposé au musée du Caire et présente une seule découpe irrégulière à travers le granit. Au premier regard, on pourrait croire qu'il s'agit simplement d'un ouvrage abandonné après une erreur de fabrication. Mais observez attentivement l'angle et la profondeur de cette coupe. Il semble presque révéler la vérité troublante sur ceux qui l'ont construite. Une telle entaille n'aurait pu être réalisée que par un outil traversant la pierre à une vitesse extrêmement élevée. Comment un simple ciseau aurait-il pu pénétrer aussi profondément dans du granit sans l'aide de puissants coups de marteau qui auraient, eux,
fendu et brisé la pierre de manière irréversible. Regardez également les marques de sciage visibles sur d'autres coffres en granit conservés au musée du Caire. Elles ressemblent étonnamment aux traces laissées par les scies à ruban modernes. Mieux encore, elles semblent indiquer une vitesse de coupe supérieure à celle de certaines machines actuelles. Ces marques sont-elles la preuve de l'utilisation d'une technologie de découpe mécanique comparable à nos machines modernes équipées de lames incrustées de diamants? Imaginer une telle technologie entre les mains d'une civilisation antique paraît difficile à croire, mais une question demeure. L'hypothèse alternative de longues heures passées à tailler le granit avec de simples outils en cuivre ou en fer est-elle réellement plus crédible? Et comment les archéologues expliquent-ils ces trous parfaitement circulaires observés sur différents objets en granit retrouvés en Égypte? Leur diamètre parfaitement uniforme, ainsi que leur profondeur dans la pierre, nécessiterait un outil de perçage de haute technologie muni d'une pointe incrustée de diamants. Un autre exemple est celui d'un cylindre en granit découvert près de la Grande Pyramide. Sa surface présente une rainure hélicoïdale continue, semblable à celle d'un disque vinyle. Comment les anciens Égyptiens auraient-ils pu créer une telle spirale sans un système de rotation à grande vitesse? L'idée que les Égyptiens aient simplement découvert puis réutilisé les coffres du Sérapéum paraît alors plus convaincante, surtout lorsqu'on la rapproche des gravures maladroites visibles sur des coffres à l'architecture pourtant irréprochable. Il semble qu'il manque une pièce essentielle au puzzle, une technologie oubliée, balayée par un grand déluge ou un autre cataclysme, attendant simplement d'être redécouverte. Une technologie qui expliquerait non seulement l'origine, la fonction et le savoir-faire derrière les coffres en granit du Sérapéum, mais aussi la grandeur de nombreuses autres structures mégalithiques d'une précision géométrique exceptionnelle. Pour l'instant, les mystères entourant les coffres du Sérapéum restent entiers. Leur précision, leur perfection, le choix du granit et leur transport demeurent sans explication. Pourquoi avoir acheminé ces coffres jusque dans un véritable labyrinthe souterrain? Pourquoi utiliser un matériau aussi dur et difficile à travailler? Comment les artisans ont-ils obtenu des parois intérieures dont la planéité est précise au 20e de l'épaisseur d'un cheveu humain? Comment ont-ils déplacé ces masses gigantesques depuis des carrières situées à des centaines de kilomètres? Comment ces coffres ont-ils traversé des tunnels si étroits qu'il n'y avait pratiquement aucune place pour les ouvriers? D'où provenait cette incroyable maîtrise des mathématiques et de la géométrie? Et pourquoi polir l'intérieur jusqu'à obtenir une surface semblable au verre si ces coffres n'étaient destinés qu'à accueillir des momies de taureaux? Mais à l'inverse, si ces coffres ont réellement été construits par une civilisation préhistorique disparue, technologiquement très avancée, comment cette civilisation a-t-elle pu faire entrer ces machines dans ces galeries aussi étroites? Quels moyens utilisait-elle pour déplacer ces énormes coffres à travers les tunnels et les positionner avec une telle précision dans leurs emplacements? On entend souvent parler d'êtres surnaturels, d'extraterrestres, ou même d'une race de géants à l'origine des coffres du Sérapéum et d'autres structures mégalithiques réparties à travers le monde. Mais chacune de ces hypothèses possède elle aussi son lot d'éléments invraisemblables. La civilisation moderne attend toujours une explication rationnelle, mais en l'absence de preuves solides, il ne nous reste qu'à tirer nos propres conclusions sur les coffres du Sérapéum, en retenant l'hypothèse qui nous paraît la plus logique et la plus raisonnable, si tant est qu'une telle explication existe.